Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Le recteur de l'académie renonce alors qu'une polémique éclate depuis son ancien poste de président de l'université d'Orléans. 12 à 15 millions d'euros cumulés de déficit lui sont reprochés. Youssouphi Touré a convié les médias ce matin pour s'expliquer. Temps de travail, droit à la déconnexion, suivi médical ou congé payé, de nombreuses nouveautés dans le Code du travail sont à prévoir dès cette année. La loi El Khomri, pourtant raillée, avait été adoptée à coup de 49.3 en août dernier. Le point à suivre sur les mesures. Et puis nous verrons la célébration de Hanouka pour la communauté juive de Guadeloupe. Elle s'est réunie pendant 8 jours autour de cette traditionnelle fête de la lumière symbolisant la victoire de l'esprit sur la violence. Découverte à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Moins d'un an après sa prise de fonction, Youssouphi Touré quitte l'Académie de Guyane sur fond de scandale financier. L'ancien président de l'Université d'Orléans est accusé par son successeur d'avoir laissé un déficit cumulé de 12 à 15 millions d'euros dans son sillon. L'affaire éclate et le recteur annonce qu'il démissionne. Une décision prise, dit-il, pour des raisons tout autres que ces accusations qu'il déclare infondées. Kerwin Alcide, Johan Manus. Tous s'attendaient à voir un homme abattu. Ces derniers jours, les révélations sur sa mauvaise gestion de l'université d'Orléans avaient fait beaucoup de bruit. Mais c'est un homme décontracté et souriant qui s'est présenté ce matin devant la presse. Il a toutefois refusé d'évoquer les accusations formulées contre lui. Avec le temps, on comprendra. On comprendra qu'elles sont infondées. Je suis plus dans l'esprit Gandhi que dans l'esprit Schwarzenegger. Et donc je pense que la vérité est telle que ça viendra bien. Je suis, comme dirait l'autre, droit dans mes bottes par rapport à ce que j'ai fait pendant 30 ans, 32 ans. Vous pensez bien? Non, ça, j'ai pas de souci là-dessus. La vérité viendra. Ces accusations, qualifiées d'infondées par le recteur, font état d'un déficit de près de 15 millions d'euros à l'université d'Orléans. Il y a quelques semaines, sur les ondes de Radio France Bleu Orléans, Harry Briand, son successeur, a dépeint une situation financière catastrophique. Effectivement, la trésorerie était extrêmement dégradée puisque... à l'issue de l'exercice précédent, on est déjà en situation de consommer, d'utiliser des avances de trésorerie, c'est-à-dire de l'argent qui a été versé à l'université d'Orléans pour réaliser des projets à venir. Dire que si l'université était une entreprise privée, elle serait au bord du dépôt de bilan pour faire une image. Alors, si on prend une image, je dirais bien qu'on serait en situation de redressement. Vous, votre appréciation, c'est que votre prédécesseur, Youssouphi Touré, pour ne pas le nommer, a fait preuve de légèreté dans sa gestion? C'est le moins qu'on puisse dire. Mais le désormais ancien recteur de Guyane persiste et signe. Son départ est le fruit d'une volonté toute personnelle. Il dit avoir écrit au ministre de l'Éducation nationale bien avant que cette affaire n'éclate. Pour lui, les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il réussisse sa mission en faveur des enfants guyanais. C'est un départ à ma demande parce que l'observation que j'ai faite de l'environnement local par rapport au fait de pouvoir le réussir, la rentrée 2017 qui se prépare entre maintenant et mars, cette observation faisait que quelque part, soit on change tout, là maintenant, tout. C'est-à-dire qu'y compris, on a un nouveau service de ci, un nouveau service de là, on ne peut pas faire tout ça. Donc le plus simple, c'est de changer de recteur. Il faut que ma personne puisse être effacée. Je ne trouve pas une autre solution d'effacer ma personne que de demander à la ministre, en lui disant bien que ça me meurtrit de lui demander ça, de faire en sorte qu'on renouvelle le recteur. Après seulement 9 mois en poste au rectorat, Youssouphi Touré rejoint le ministère de l'Éducation nationale, mais refuse d'évoquer ses futures missions. Lundi, il devra en tout cas s'entretenir avec son successeur à Paris. Nul doute, les deux hommes évoqueront les difficultés d'un premier poste de recteur. Et Youssouphi Touré sera remplacé dès la semaine prochaine. C'est l'économiste et professeur des universités Alain Ayong Lekama qui lui succédera. Il s'agira là aussi d'une première en tant que recteur pour ce dernier.
Les syndicats, eux, prennent acte du départ de Youssouphi Touré et reprochent un mauvais casting de l'éducation nationale pour l'Académie de Guyane. Le SGEN demande un renouvellement total du cabinet du recteur, tandis que l'SEUNSA réclame plus d'engagement de la part de l'État pour l'éducation dans le territoire. On écoute deux représentants au micro de Kéroun Alcide et Joanne Manus. Comme tout le monde, dans un premier temps, du dépit, enfin du découragement. Maintenant, nous voilà victimes collatérales d'une difficulté qui touche une des universités. On ne peut, dans un premier temps, que saluer sa décision, c'est-à-dire de laisser la place pour la libération d'énergie positive. Je ne peux pas passer sous silence qu'il existe dans l'Académie des énergies négatives qui sont quand même à l'œuvre depuis longtemps et qui gênent l'installation des recteurs successifs depuis un moment. Donc mon premier vœu, puisque en plus c'est une période de vœux, c'est qu'on puisse d'abord avoir autant de transparence sur les comptes de l'Académie Guyane que sur ceux de l'Université d'Orléans-Tours. Mon deuxième vœu, c'est que le cabinet qui est par définition attaché quand même à un recteur, qui a survécu d'ailleurs au dernier recteur, que le cabinet puisse changer. Le départ du recteur, je ne vais pas dire qu'il nous importe peu, mais nous ce qui nous importe c'est qu'est-ce qu'il en est de la gestion de l'académie par le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons l'impression que cette gestion est hasardeuse. En 20 ans nous avons un directeur et déjà nous avions dénoncé la crise qu'il y avait déjà et cette crise-là est bien plus profonde que ce qu'on pensait. C'est pour ça que nous appelons à la grève le 10 janvier, pour justement que les droits et les devoirs des élèves soient respectés au niveau de la Guyane et qu'il y ait vraiment une implication du ministère pour une école de qualité en Guyane. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la bonne gestion de l'Académie de Guyane. Alors cette bonne gestion de l'Académie de Guyane, on verra justement par la suite s'il a été faite, mais nous sommes quand même dans les instances, nous veillons au grain à ce que les choses se passent bien. Malheureusement, nous n'avons pas toutes les données, toutes les cartes en main, comme vous l'entendez, ce qui est sûr, mais ce sont des choses qui ne relèveraient pas de notre ressort en tant qu'organisation syndicale et représentant du personnel. Elle avait suscité d'importantes vagues de protestations l'an passé. La loi travail est entrée en vigueur au 1er janvier dernier. Le texte adopté au forceps via 3 recours au 49.3 implique de nombreux changements dans le monde de l'entreprise, qu'il s'agisse du temps de travail, du droit à la déconnexion, du suivi médical ou encore des congés payés. Les entreprises vont devoir se mettre au pas. Quelques grandes lignes du texte avec Ayoudeli Germa. Le 19 mai dernier, l'UTG manifestait contre la loi travail, jugée peu favorable aux salariés et préjudiciable à l'économie locale. On a déjà un niveau de chômage d'à peu près 40% de notre jeunesse. Vous vous rendez bien compte que cette loi-là ne va créer aucun emploi, bien au contraire. On va asservir les gens, on va faire du chantage avec eux pour faire plus, et on va embaucher personne. On arrête de raconter des histoires, ce n'est pas vrai, d'accord? C'est un mensonge au plus haut sommet de l'État, je dirais. 7 mois plus tard, plusieurs mesures de la loi El Khomri rentrent en vigueur ce 1er janvier. Dans le lot, il y a celle décriée par les syndicalistes. Désormais, l'employeur pourra prolonger la durée du travail hebdomadaire de 44 à 46 heures sur 12 semaines. Pour cela, il devra s'appuyer sur un accord d'entreprise, de quoi damer le pion aux accords de branche. Dans cette usine de transformation laitière de 45 salariés, cette mesure est la bienvenue, surtout pour faire face au pic de production. Aujourd'hui, nos heures de production sont évidemment calées sur la demande du marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à peu près à faire nos 35 heures par semaine. Donc, mais effectivement, si le marché venait à croître, on pourrait être amené à renégocier ces 35 heures et augmenter peut-être quelques heures supplémentaires. D'autre part, les mesures qui profitent davantage aux salariés. Un congé sans solde d'une durée de 3 mois pour aider un proche malade, âgé ou handicapé. Un compte personnel d'activité regroupant les formations, la prévention pénibilité et le compte d'engagement citoyen. Cette dernière est une mesure phare du quinquennat Hollande. Une mise en œuvre parfois fastidieuse mais réalisable selon cet employeur. Non seulement c'est réalisable, mais en plus on l'a réalisé. Donc il faut savoir qu'on a repris chacun des postes de travail et qu'on a mesuré en fonction de tous les critères qui nous ont été prédéfinis par le gouvernement, défini tous les critères de pénibilité. Ils ont été cotés, ils ont été validés avec l'ensemble des salariés. L'avantage de ce point-là, c'est que c'est quelque chose qui suit le salarié durant toute sa vie professionnelle.
Donc si quelqu'un venait à quitter l'entreprise, il partira avec ces heures pénibles entre guillemets qu'il a pu acquérir dans l'entreprise et les cumulera tout au long de sa carrière professionnelle. Autre mesure entrée en vigueur ce 1er janvier, le droit de déconnexion, une manière de séparer la vie privée de la vie professionnelle. Les entreprises de plus de 50 salariés doivent engager des négociations pour réguler l'outil numérique. Faute d'accord, l'employeur devra élaborer une charte. Notez également la possibilité désormais pour les employeurs d'envoyer la fiche de paie par voie électronique sans demander l'accord du salarié. Pour cette entreprise, ce n'est pas encore à l'heure du jour. Les habitudes ont la vie dure. Les gens aiment bien avoir une fiche de feuille papier, donc c'est vrai que ça fait partie du rituel de chaque fin de mois. Mais on n'a pas prévu de passer sur la dématérialisation des feuilles de paie. Les chiffres de la délinquance 2016 étaient révélés il y a quelques jours par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Si la Guyane reste en tête du classement, après la Guadeloupe et avant Marseille, sans surprise, la Martinique figure aussi dans le top 5 des départements français les plus violents. Louis Sabas. Avec un taux approchant les 12 cas de violence pour 1000 habitants, la Martinique est dans le quintet perdant des départements les plus violents de France. Il en résulte un sentiment d'insécurité bien présent dans la population. On n'est pas très grand et sur la surface qu'il y a ça quand même, même pour sortir, on est inquiet, on ne sort pas comme avant. C'est un ras-le-bol, j'aurais bien aimé que ça change. Maintenant, on ne peut pas faire une soirée sans violence, tu peux aller nulle part sans te faire braquer, sans vivre tranquillement, quoi. Pour être bien, il faut vivre caché. Je sais qu'il y a des règlements de bourse, mais c'est pas aussi intense. Oui, ça m'inquiète un peu, c'est tout à fait normal, mais cette proportion, c'est pas aussi élevé par rapport en Guadeloupe. Pour les crimes et délits, la Martinique arrive en effet après la Guadeloupe qui totalise environ 15 cas de violence et bien loin de la Guyane avec 23 cas pour 1000 habitants. Ce département arrive d'ailleurs en tête des départements français devant la Seine-Saint-Denis et Paris, quand la moyenne nationale est presque de 8 cas de violence pour 1000 habitants. Cela ne devrait en rien relativiser la situation dans notre île selon le syndicat Alliance Police Nationale, car si dans l'absolu, la Martinique n'est pas le département en tête du classement, il reste celui qui connaît le plus de crimes de sang. La preuve déjà, hier on est déjà le premier, on a déjà eu les premiers faits et c'est la Martinique qui est partie déjà en tête. Donc en crime de sang, je parle en meurtre et en blessé, on est devant, on est largement devant. Et la Guadeloupe suit de très près, on doit être à un mort près entre les deux îles et vous voyez le nombre de blessés, on est largement devant. Et ensuite on va à la Guyane et ensuite on a Marseille. En cause, le manque d'investissement des politiques dans la question sécuritaire, ce que dénonce le syndicat de police. Et sur le territoire métropolitain, si personne ne dit rien, c'est qu'on consent, c'est que tout va bien. Et en fin de compte, tout va mal. Et d'année en année, on constate une pénurie d'effectifs, une pénurie de véhicules. Et donc on arrive à un moment donné où la saturation est arrivée tellement à son maximum que la délinquance a pris le pas. En matière de cambriolage dans les départements français d'Amérique, c'est la Guadeloupe qui est la plus touchée. La Guyane arrive en seconde position devant la Martinique qui ferme ce triste palmarès. Dans l'actualité également, la commercialisation de l'Uvestérol D a été suspendue aujourd'hui. Décision de l'Agence de sécurité du médicament suite au décès d'un nourrisson après avoir reçu une dose du médicament. Chez nous, l'Uvestérol est également prescrit à de nombreux enfants. A-t-il été vraiment retiré des rayons? En Guadeloupe, Karen Diama et Linda Kayersi ont mené l'enquête. Mis en cause dans la mort de nourrissons, l'Uvestérol D est utilisé pour pallier les carences en vitamine D chez le nourrisson, la femme enceinte ou les personnes âgées. L'Uvestérol est administré avec une dosette et donc c'est peut-être ça qui pose problème, mais en fait c'est la seule vitamine D qu'on administre avec une dosette. Les autres sont administrés sous forme de gouttes. Alors l'administration avec une dosette peut entraîner des fausses routes. Donc au lieu de passer au niveau du tube digestif, donc au niveau de l'œsophage, le produit peut passer par la trachée et atteindre les voies respiratoires. Donc on appelle ça une fausse route. Ou alors l'administration de la dosette, enfin d'un médicament sous forme par l'intermédiaire d'une dosette chez un nourrisson ou un nouveau-né peut entraîner, donc c'est un geste agressif et ça peut entraîner un malaise vagal. Un malaise vagal c'est quoi? C'est l'apparition d'une bradycardie, donc une diminution du rythme cardiaque chez donc le nouveau-né. Il peut y avoir une chute de tension et il peut y avoir sueur, pâleur, donc malaise vagal. Après décision ministérielle, l'arrêt de commercialisation du médicament a été ordonné pour toutes les pharmacies.
pour l'instant, il y a une enquête en cours et on n'a pas encore les conclusions de l'enquête. Donc, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais on nous a quand même demandé de retirer toutes les formes les uvestérol D. J'ai pas attendu de recevoir donc cette note. Dès que j'ai appris la nouvelle, on a enlevé vraiment toutes les formes de vitamine D, donc l'uvestérol. On les a mises de côté en attendant justement d'avoir la notification du ministère de la Santé. Bien heureusement, plusieurs autres solutions permettent aujourd'hui de remplacer les bienfaits du médicament. L'uvestérol peut être remplacé donc soit par le Zimaduo, qui est donc de la vitamine D plus du fluorure de sodium. Donc on pallie la carence en vitamine D mais aussi en fluor. Soit par le stérogile, qui est de la vitamine D stricte, donc administrée en gouttes, sous forme de gouttes. Donc ces formes, c'est vraiment des gouttes, 2 à 4 gouttes par jour. D'accord ? Ou le dédrogile qui est de la vitamine D aussi. Donc il y a quand même des médicaments en remplacement de l'uvestérol D, donc pas d'inquiétude. On ne pourra pas avoir de carence chez le nouveau-né ou chez les gens qui en ont besoin. Une fois l'uvestérol D retiré des rayons, il sera renvoyé au grossiste qui lui-même le renverra au laboratoire. Chez nous maintenant, dans la course à la présidentielle, Isabelle Patient soutient Emmanuel Macron. Séduite par l'absence de parti politique et la dynamique du candidat, la 3e vice-présidente de la CTG a accepté de présider son comité de soutien en Guyane. Elle a répondu aux questions de Kerwin Alcide et Joanne Manus. J'ai choisi de soutenir Emmanuel Macron parce que je pense que c'est le seul candidat aujourd'hui qui soit capable d'être un président de la République à la hauteur des problématiques de la France et bien évidemment de la Guyane, parce qu'aujourd'hui il a une capacité d'écoute, d'entendre et d'apporter des solutions concrètes, des solutions résolument ancrées au XXIe siècle et qui soient au-delà des clivages politiques traditionnels, droite ou gauche. Son soutien officiel en Guyane ainsi que d'autres personnes, nous sommes une équipe et d'ailleurs une équipe qui commence à grossir parce que l'idée c'est d'arriver à finaliser en tout cas un programme spécifique pour la Guyane parce que sa volonté c'est pas d'avoir un programme pour les Outre-mer uniquement de manière générale puisque les problématiques de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion ne sont pas les mêmes que celles de la Guyane et nous devons donc finaliser un programme qui soit vraiment dédié à la Guyane. Non, le président de la CTG ne fait pas partie de ce comité de soutien, il lui appartiendra de dire qu'il soutient officiellement. En tout cas, c'est clair qu'il a bien travaillé avec Emmanuel Macron quand il était ministre du budget, puisque c'est avec lui qu'avait commencé le débat sur le pacte d'avenir. Malheureusement, son départ n'a pas permis d'aboutir sur ce document qui était stratégique et majeur pour la Guyane. Et on a bien vu d'ailleurs ce qu'il en est devenu. Ce Guyane Rassemblement, c'est un projet pour la Guyane. Nous avons été élus justement pour défendre le territoire et bâtir un projet véritablement pour les Guyanais. Et au sein de cette majorité-là, donc c'est au-delà des clivages traditionnels, il peut y avoir des personnes bien évidemment qui sont libres de leur choix pour les soutiens à la présidentielle, notamment Boris Chongsit qui soutient François Fillon, François Ringuet qui a soutenu justement Alain Juppé et moi-même Emmanuel Macron. Aujourd'hui, ce n'est pas incompatible. Nous sommes un mouvement politique, on va dire, ouvert. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est que nous défendions tous, en tout cas, l'intérêt de la Guyane. Il y aura des rencontres, on va dire, pas forcément des meetings en tout cas qui sont envisagés, plus des rencontres pour être à l'écoute de la population et vraiment de recueillir leurs priorités, on va dire, à l'échelle nationale. Notamment, en tout cas, il y en a quelques-unes lors de nos dernières rencontres, c'est la sécurité, qui est vraiment, on va dire, le sujet numéro 1 qui pour l'instant a été identifié. Et donc, après, nous verrons dans un second temps, en tout cas avant les élections même, si nous allons tenir des meetings. Et nous espérons qu'en tout cas, Emmanuel Macron puisse revenir en Guyane avant le premier tour des élections présidentielles. On poursuit avec cette nomination de Frédéric Racon à la tête de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'ancienne directrice de l'OPRF succède ainsi depuis lundi à Sonia Francius et pour les 5 prochaines années. Découvrons à présent la tradition juive de Hanouka auprès de la communauté présente en Guadeloupe. Du 24 décembre au 1er janvier, les croyants se sont réunis à la tombée de la nuit autour d'un petit chandelier, symbole de cette fête de la lumière. Une célébration qui rime avec résistance et espoir. Voyez plutôt ce reportage signé Isabelle Amou. Hanouka, la fête de la victoire de la lumière sur les ténèbres, a une portée très symbolique et forte pour les Juifs. Parce que pendant cette période-là, les forces du bien ont pris le dessus sur les forces du mal, parce qu'à ce moment-là, il y a eu une lueur d'espoir pour toutes les nations, il y a eu une lumière une lueur d'encouragement, comme quoi le bien il peut toujours triompher sur le mal. C'est ce qu'on souhaite pendant ces 8 jours. Tous les soirs, selon la coutume, et durant 8 jours, les Juifs se retrouvent à la synagogue pour allumer une flamme. Une bougie par jour de fête. L'allumage est accompagné de prières. La petite histoire, pourquoi ça se fait avec des bougies ?
parce que il y avait un candélabre donc dans le temple et on avait l'habitude d'allumer tous les jours ce candélabre. Et pour pouvoir allumer ce candélabre, il fallait de l'huile d'olive pure qui était sainte. Il fallait la travailler avant. Lorsqu'ils sont arrivés, étant donné que le temple avait été complètement saccagé, il n'y avait plus rien de pur, il n'y avait plus rien de propre. Et ils ont cherché, et dans les décombres, ils ont trouvé une toute petite fiole d'huile qui était suffisante pour durer seulement 24 heures. Et ils se sont dit, c'est la dernière fiole qui nous reste, on va l'allumer, le temps de pouvoir aller fabriquer de l'huile pure pour pouvoir continuer à allumer le candélabre. Et là, il y a eu un miracle extraordinaire, ils ont allumé la petite fiole d'huile qui avait une quantité de pouvoir illuminer pendant une journée, et elle a duré pendant 8 jours. Elle a éclairé le candélabre et le temple pendant 8 jours. La fête des Lumières est aussi l'occasion de se réunir autour d'un repas spécifique. En référence au miracle de l'huile, les Juifs se régalent de beignets frits dans l'huile d'olive. Effectivement, la tradition de la fête de Hanouka, c'est de manger des beignets. Okay. Voilà, parce que des beignets c'est frit dans de l'huile et comme le miracle s'est fait à travers l'huile, donc tout ce qui va être représentatif, tout ce qui va être cuisiné à travers l'huile, ça fait partie de nos traditions. Au-delà d'une fête des Lumières, Hanouka permet de délivrer un message aux jeunes membres de la communauté, celui du partage et de la résistance. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle l'essentiel de l'actualité développée ce soir avec le recteur de l'académie qui renonce alors qu'une polémique éclate depuis son ancien poste de président de l'université d'Orléans. 12 à 15 millions d'euros cumulés de déficit lui sont reprochés. Il rejette tout lien entre son départ et cette affaire. Temps de travail, droit à la déconnexion, suivi médical ou congé payé. De nombreuses nouveautés dans le Code du travail sont à prévoir dès cette année. La loi El Khomri, pourtant raillée, avait été adoptée à coup de 49.3. Elle est en vigueur au 1er janvier. Et puis, nous nous sommes intéressés à la célébration de Hanouka par la communauté juive de Guadeloupe. Elle s'est réunie pendant 8 jours autour de cette tradition fête de la lumière, symbolisant la victoire de l'esprit sur la violence. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo de Christine Lauréat, puis ce sera le 20h de TF1. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? Il y avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.